Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais tout d'abord vous exprimer mes très sincères remerciements de cette présence massive à cette conférence qui va porter sur une question qui tient également à l'actualité, à savoir la place de l'Afrique dans un monde en tension et en mutation. Pas seulement la place, mais le rôle également, la place et le rôle de l'Afrique dans un monde en tension et en mutation. Je voudrais, avec votre permission, exprimer également mes sincères remerciements aux organisateurs, à Madame Fago, à Madame Keller, à M. Kandoré, de l'honneur qui m'est fait en me proposant d'intervenir dans ce cycle de conférences qui porte sur des questions bien évidemment de grande importance. Vous m'entendez là-bas au fond? Ah, désolé. J'étais en train de vous exprimer simplement mes remerciements pour votre présence massive à cette conférence. Et je voudrais, par la même occasion, remercier les organisateurs, toute l'équipe de la médiathèque de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, Madame Fago, Madame Keller, M. Kandoré, et qui me font l'honneur de m'inviter à ce cycle de conférences et qui me font un double honneur puisque je reviens d'Eo Gracias en janvier pour vous entretenir sur une autre question qui va faire le lien entre l'Afrique et une crise particulière qui est celle opposant aujourd'hui, depuis bientôt 2 ans, et peut-être même plus, l'Ukraine à la Russie. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de l'Afrique dans le monde, dans un monde en tension et en mutation. Alors, j'ai 1 heure pour proposer quelques pistes de réflexion et d'analyse. Et derrière, un temps d'échange, nous savons qu'il y a une contrainte liée au transport, mais nous allons faire notre possible. Je ne suis pas très bon en synthèse, je suis plutôt bavard. Donc voilà, je vous préviens. Surveillez-moi quand même. Si je dépasse l'heure, n'hésitez pas de me faire des signes très précis pour que je sache qu'il est temps de m'arrêter pour pouvoir échanger avec vous. Depuis la fin de la conférence, de la guerre froide, depuis la fin de ce qui est appelé la guerre froide, marquée symboliquement par l'effondrement du mur de Berlin et du bloc soviétique, le monde semble être soumis à un double mouvement contradictoire. D'un côté, un mouvement continuel d'intégration à l'échelle mondiale, faisant du monde un village planétaire. D'un autre côté, un mouvement tout aussi continuel, mais de fragmentation, se traduisant par la récurrence des conflits, souvent à caractère identitaire. À titre d'illustration, sur les 27 États créés dans le monde depuis 1990, 25 l'ont été sur des bases ethniques, culturelles ou religieuses, ou alors les 3 à la fois. C'est ce mouvement de fragmentation, avec souvent de nombreuses conséquences sur le plan mondial, d'abord sur le plan local, national et mondial, c'est ce mouvement de fragmentation qui a été théorisé, entre autres, par un certain Samuel Huntington, dans son fameux ouvrage « Le choc des civilisations », bien connu. À cette situation vient s'ajouter une question majeure, déterminante pour l'avenir et le devenir du monde, à savoir la question écologique, qui est elle-même marquée du sceau de l'urgence. Tout ce qui précède montre clairement que le monde est aujourd'hui une communauté de risques et une communauté de destin
condamnés à penser un avenir nécessairement en commun. Il se pose alors incontestablement la problématique de la gouvernance de ce monde en partage. Notre monde doit être pensé comme un monde en partage. Et donc la question de sa gouvernance, de la vision pour ce monde et des mécanismes de gouvernance relatifs à ce monde. Or, comme nous le savons tous, les idéologies prédominantes dans la gestion des affaires du monde, qui sont toutes des idéologies non africaines, vous viendrez avec moi, ont montré leurs limites intrinsèques. J'ai fait la différence entre ce qui est purement conjoncturel et ce qui est intrinsèque. Ces idéologies ont montré de façon intrinsèque leurs limites et parfois elles ont elles-mêmes fait le constat de leur échec. C'est à l'aune de ce constat que doit se poser la question de savoir quelle doit être la place et le rôle de l'Afrique dans un tel monde en mutation profonde et en tension récurrente. En effet, l'Afrique qui a toujours une part faible dans la gestion des affaires du monde, alors que c'est le continent le plus peuplé en États, avec 54 États membres des Nations Unies, donc devant l'Asie avec 50 États, devant l'Europe avec 49 États, devant l'Amérique avec 35 États et devant l'Océanie avec 16 États. Et donc ce continent-là, doit-il se contenter d'un service minimum ou doit-il au contraire s'affirmer fortement et assumer pleinement sa part de responsabilité dans la marche du monde? Mais pourquoi parler spécifiquement de l'Afrique pour ce qui concerne la gouvernance mondiale? Il est scientifiquement admis aujourd'hui que l'Afrique est le berceau de l'humanité, en même temps qu'un continent d'avenir. L'avenir du monde, pour ainsi dire. Ce qui confère très logiquement à l'Afrique une responsabilité bien singulière vis-à-vis du reste du monde en tant que fille aînée de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire qu'elle est la fille aînée de l'humanité. Et dans toutes nos traditions, la place de l'aîné est une place particulière, qui est une place singulière. Puisque l'aîné, quel que soit ce qu'on peut penser de lui, doit s'efforcer d'être un modèle pour le reste de la famille. En effet, en tant que berceau de l'humanité et avenir de l'humanité, l'Afrique a-t-elle ou peut-elle proposer une vision pour le nouveau monde qui irréversiblement émerge sous nos yeux? C'est un constat unanime que nous changeons de monde. Bien sûr, il y a une part de continuité, mais nous sommes en train de vivre un moment de basculement. Tout le monde semble le dire. Dans l'affirmative, c'est-à-dire si l'Afrique peut avoir une vision ou a une vision qu'elle se proposerait de suggérer au monde dans ce contexte de crise et de tension, dans l'affirmative donc, quelle doit être une telle vision et surtout, comment doit-elle se décliner concrètement pour relever les défis majeurs auxquels doit savoir faire face ce monde aujourd'hui et dans le futur? Telle est l'ambition et la vocation de la réflexion que nous proposons de partager avec vous et qui va porter donc sur une approche, vision africaine pour un monde qui soit un monde en partage. Je voudrais être précis à ce sujet. Il ne s'agit pas, comme on le pense parfois, que ce serait le tour de je ne sais pas qui de dominer le monde après Paul, Pierre ou Thérèse. Il s'agit de penser un monde qui soit un monde en partage, libéré de ces antagonismes ancestraux sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Un monde soumis à des mutations profondes, nous l'avons dit, mais aussi un monde soumis à des tensions récurrentes. L'Afrique dont nous voulons parler doit être capable de proposer une vision pour le monde
face aux défis actuels et futurs, mais pour cela, l'Afrique se doit d'être décomplexée. Libérée du poids ainsi que des traumatismes du passé, vous voyez déjà de quoi je veux parler, mais libérée également de ses émotions négatives pour être porteuse d'une mission pour le monde. Je voudrais, avec votre permission, rappeler 3 événements majeurs, toujours d'actualité d'ailleurs, qui auront d'ores et déjà marqué la marche du monde au cours de ces 3 dernières années. Il vous souviendra la crise liée à la propagation de la pandémie du Covid-19, avec un impact planétaire sans précédent, qui a mis à nu les fragilités de toutes nos sociétés, toutes les sociétés dites développées, comme les sociétés moins développées, les sociétés riches, comme les sociétés moins riches. En deuxième lieu, un événement qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, mais qui va avoir un impact tout aussi planétaire, à savoir le meurtre inqualifiable de George Floyd, survenu aux États-Unis le 25 mai 2020, en pleine crise de Covid, en plein confinement. Cet acte, ce meurtre, a suscité une indignation planétaire et des questions jusque-là occultées dans de nombreuses sociétés. Cette indignation planétaire a permis de relancer un débat de fond axé sur la sempiternelle question du vivre ensemble tant à l'échelle nationale, régionale que mondiale. Mais cela a relancé aussi un débat de fond sur de nombreux contentieux mémoriels, notamment les crimes du passé et la question spécifique de la mémoire, de l'esclavage et de la colonisation. Et enfin, la crise toujours en cours et d'actualité liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui met en exergue les profondes divergences et les antagonismes ancestraux qui ont toujours traversé le monde. Si cette énième crise internationale n'est pas différente de celle que connaissent de nombreuses autres régions à travers le monde, avec des conséquences parfois aussi graves et même plus graves que celles entre l'Ukraine et la Russie, elle a néanmoins la particularité, cette crise a néanmoins la particularité de montrer à la face du monde entier que la fameuse guerre froide était loin d'être terminée, comme on l'a prétendu à un moment donné, qu'elle était en réalité simplement suspendue. On a assisté en quelque sorte à un cessez-le-feu. Ça a duré beaucoup trop longtemps, enfin pas trop longtemps, mais ça a duré longtemps. Ça fait une bonne trentaine d'années qu'on ne nous parlait plus de la guerre froide, sauf à l'imparfait. Mais là, on est en train de la revivre en quelque sorte. Il est presque superfétatoire de dire que ces 3 événements, qui ne cessent d'interroger, marqueront longtemps encore les sociétés, notamment en raison de l'importance des défis qu'ils ont révélés. Ils n'ont pas seulement suscité, mais ils ont révélé. Ces événements annoncent aussi une nouvelle ère et des bouleversements auxquels il faudra faire face avec une intelligence collective et des réflexions inclusives. J'insiste sur cet aspect. La prétention que telle ou telle région du monde aurait le monopole civilisationnel ou de solution aux affaires du monde, cette prétention mérite d'être rangée au tiroir, dans les vestiaires. Telle est la réalité que nous offre le monde aujourd'hui. Je venais de dire que si seulement quelqu'un pouvait avoir des solutions aux problèmes du monde, la crise de la Covid-19, c'était l'occasion par excellence d'en faire la démonstration. Si seulement un seul État au monde, une seule région au monde, avait les clés des problèmes du monde, c'est l'occasion, nous assistons en direct à une crise profonde, ce serait l'occasion d'en faire la démonstration. Nous voyons bien que les affaires du monde que nous connaissons aujourd'hui nous invitent à une intelligence collective et à des réflexions inclusives. Et donc nous devons faire preuve d'humilité et de modestie
face à ces problèmes-là. Pour essayer de répondre à la question de savoir quelle doit être la vision africaine pour un monde en tension et en mutation, nous situons notre réflexion à un double niveau. En précisant là également que nous n'avons pas la prétention de dire, et il ne nous sera même pas venu à l'esprit de dire, que l'Afrique aurait une solution magique pour les problèmes du monde. Non. Il s'agit de mettre l'accent sur les spécificités africaines en rapport avec des valeurs universelles que nous avons en commun et que nous devons protéger comme des gardiens de ces valeurs-là. C'est de ça qu'il s'agit. Un double niveau donc. D'abord, un état des lieux, un état du monde basé sur un certain nombre de constatations et d'analyses des spécialistes. En deuxième, ça sera la première étape. En deuxième lieu, quel est le principe, le contenu et l'opérationnalité de ce que nous considérons ou que nous pouvons considérer comme étant la vision africaine du monde ou pour le monde, et que l'Afrique se doit de proposer au monde pour faire face aux défis actuels et futurs dans ce monde en tension et en mutation. Bien évidemment, nous tâcherons de terminer notre réflexion par quelques hypothèses conclusives tenant lieu de méthodes et de stratégies concrètes d'action. Alors, je me permets de dire cela parce que tout à l'heure, Mme Keller a signalé que j'étais directeur d'un laboratoire de recherche qui est la chaire UNESCO, donc une institution qui relève des Nations Unies, de l'UNESCO et donc des Nations Unies. Notre vocation, c'est justement de proposer des réflexions qui aillent dans le sens du rapprochement des peuples et des cultures, qui aillent dans le sens d'une solidarité internationale plus agissante, qui aillent dans le sens de la préservation de ce que nous avons comme valeurs essentielles dans ce monde, et donc de tout ce qui tient lieu de patrimoine commun de l'humanité. C'est ça notre mission en tant que chaire UNESCO, et qui s'inscrit dans la droite ligne du mandat des Nations Unies. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, avec votre permission, nous introduire dans la première étape de notre réflexion, à savoir l'état des lieux, l'état du monde. Nous partons d'un constat qui se présente sous 4 aspects majeurs. Premièrement, le monde assiste visiblement à la fin d'un cycle et la plupart des analystes, des spécialistes semblent s'accorder à ce sujet. Et tous les spécialistes disent que l'Occident, qui domine le monde depuis plus de 5 siècles, serait désormais sur une pente descendante et que, assez logiquement, il essaye de se défendre et de retarder autant que possible cette échéance qui serait irréversible. Et alors, il faut aussi tout de suite relever que les spécialistes qui parlent du déclin de l'Occident sont tous des Occidentaux eux-mêmes. Qu'il s'agisse de Samuel Huntington, dans son fameux ouvrage « Le choc des civilisations » que j'ai évoqué tout à l'heure, ou plus proche de nous, puisque la thèse de Dominique Moïse s'inscrit un peu dans la continuité de l'œuvre de Samuel Huntington, en tout cas d'après ma lecture, la géopolitique des émotions. Mais ce qui est encore là, ce sont des aspects, on va dire, de réflexion universitaire, des intellectuels qui parlent de ce déclin de l'Occident. Mais de façon peut-être plus, on va dire, terre à terre. De façon plus terre à terre. On observe dans les grandes démocraties occidentales la montée des extrêmes sous forme d'un ethno-nationalisme. Je ne parle pas de nationalisme. Le plus souvent, il s'agit d'un ethno-nationalisme. Et je vais préciser pourquoi. Donc la montée de ces extrêmes sous forme d'un ethno-nationalisme au discours souvent apocalyptique, qui annonce la mort de la nation, par exemple, l'effacement de l'identité, etc. Le débat entre Francis Fukuyama et Samuel Huntington ne doit pas faire perdre de vue l'essentiel de la question. C'est-à-dire Samuel Huntington
c'est le compatriote de Francis Fukuyama, pardon, c'est un compatriote à Huntington qui a écrit le fameux ouvrage intitulé La fin de l'histoire. Et Huntington, l'œuvre de Samuel Huntington, c'est une sorte de réponse à la thèse de Fukuyama. Mais le débat entre ces deux penseurs américains ne doit pas faire perdre de vue l'essentiel. En effet, d'un point de vue téléologique, il y a une nette convergence de vues entre les deux penseurs et la différence ne réside simplement que dans la méthode et dans le type de réponse à apporter. Francis Fukuyama souhaite une conversion du monde à la vision occidentale, et notamment à la démocratie occidentale, ce qui permettrait en quelque sorte à l'Occident de maintenir son leadership et de garder une sorte d'avance sur le reste du monde. De son côté, Samuel Huntington considère quant à lui que face aux périls qui environnent l'Occident, cet Occident aurait intérêt à s'unir derrière les États-Unis pour assurer au mieux sa domination, prolonger sa domination, qui dure depuis 5 siècles, avons-nous dit, et au pire, sa survie pour ne pas être à son tour dominé par d'autres. Ce sont ces deux visions qui font largement débat depuis la fin de la guerre froide. Et en face se trouve le camp de ceux qui s'apprêtent à prendre possiblement leur revanche, à déloger l'Occident et à prendre sa place en vue d'imposer leur propre vision du monde. Mais quelle est la vision de ces possibles futurs maîtres du monde? Quelle est leur vision pour le monde? Ni la Chine, ni aucun des dragons du sud-est asiatique ne nous déclinent concrètement, actuellement, leur vision du monde et le modèle de gouvernance irrélatif. Si la Chine doit dominer le monde demain, ce à quoi tout le monde semble s'attendre, il va se poser une question, celle de savoir quel est le pacte social que la Chine propose pour le monde. Vous ne pouvez pas diriger une société sans un projet de société. Quelle est la vision du monde que les futurs maîtres du monde auraient ou ont à nous proposer, à ce monde face à ces défis nombreux et détaillés? En parlant de vision, il ne doit pas s'agir simplement d'un modèle de performance économique. Il ne doit pas s'agir simplement d'un modèle de performance économique, mais d'une approche plus holistique englobant toutes les questions essentielles de ce monde. En l'état actuel des choses, beaucoup s'accordent à dire que l'Afrique n'a pas de rôle particulier à jouer dans ce monde qui arrive à grands pas. Par exemple, Samuel Huntington, comme Dominique Moïsi, que j'ai cité tout à l'heure, dans leurs ouvrages précités, semble dire que l'Afrique n'existe pas en tant que telle comme modèle civilisationnel. En tout cas, d'après ma compréhension. Parce que dans les classements d'ensemble civilisationnels qui sont faits, l'Afrique n'est pas présentée comme un modèle, ou en tout cas comme un ensemble civilisationnel dans cette catégorisation. Ce qui est encore plus grave, c'est que les Africains eux-mêmes semblent parfois être convaincus qu'ils n'ont pas ou n'auront pas de rôle à jouer dans ce monde à venir et qui arrive pourtant à grands pas. Et pour preuve, on observe en Afrique une certaine volonté constante de rallier le camp des nouveaux vainqueurs. Vous avez tous parfois entendu ces discours pro-ceci, pro-cela, pro-russe, pro-chinois, pro-indien, c'est-à-dire le constat qu'il faut se libérer d'un dominateur, mais en se jetant dans les bras d'un autre dominateur.
à part quitter un maître pour un autre maître, quelle doit être la place de l'Afrique dans ce monde-là? Et c'est dire que les Africains ne croient plus en l'Afrique elle-même, ainsi qu'à son devenir et à son avenir. Et c'est dire que les Africains ne croient plus à leur propre capacité à être des acteurs à part entière de la transformation de ce monde émergent. Deuxièmement, les idéologies jusque-là dominantes, nous l'avons dit, ont non seulement montré leurs limites intrinsèques, mais ont parfois elles-mêmes fait le constat de leur échec. Faillite du système communiste, pas de démonstration à faire à ce sujet, puisque la question est amplement débattue. Sachant que cette idéologie a réussi à séduire un peu plus de 2/3 de l'humanité avant de s'effondrer à la fin des années 80, début des années 90. Mais faillite aussi, avec tout le respect que l'on doit à Fukuyama, faillite également du système libéral qu'il défend avec tant de conviction, puisqu'il ne suffit pas tout simplement de voir l'adversaire disparaître. Puisque ce système, la faillite de ce système libéral ou néolibéral fait également débat au travers justement les conséquences de cette mondialisation qui en est l'émanation directe, avec entre autres comme conséquence également négative la pauvreté des masses. Ce n'est pas moi qui le dis, 12 à 15% de la population mondiale détient environ 85% des richesses du monde. Les violences directes ou indirectes, la précarisation, le pillage et la destruction de l'environnement, les guerres sans nom auxquelles nous assistons aujourd'hui et depuis 3 décennies, qui sont souvent des conflits liés aux stratégies de contrôle des ressources naturelles. Vous voyez, parfois on présente les conflits de façon extrêmement détournée comme étant des conflits ethniques, des conflits religieux, etc. Et ça masque des paramètres proprement économiques de ces conflits-là. On va vous dire qu'à l'est du Congo, il s'agit d'un conflit ethnique. On va vous dire que, je ne sais pas, dans telle ou telle région du monde, il s'agit d'un conflit ethnique ou religieux. Et ça permet d'évacuer, à moindre coût, les vrais paramètres de ces conflits qui sont des paramètres économiques liés au positionnement des acteurs internationaux quant au contrôle de ces ressources-là. Et donc, l'idéologie qui consiste à, bien ancienne, axée sur le profit systématique, axée sur l'exploitation de l'homme par l'homme, axée sur l'accaparement des ressources naturelles, axée sur des méthodes de prédation, tout simplement. Cette idéologie-là, elle a montré ses limites. Et alors, il faudrait la réinterroger. Troisièmement, en prenant appui notamment sur les travaux de Dominique Moïse que j'ai cité tout à l'heure, la géopolitique des émotions, l'on peut dire que l'état actuel du monde et la géopolitique mondiale sont marqués par 3 principaux types d'émotions. Il parle de la géopolitique des émotions, c'est-à-dire la place, l'importance des émotions dans la marche du monde. C'est un vieux débat. Fukuyama en parle, mais si on veut aller plus loin encore, Hegel en parle, et si on veut aller plus loin encore, Platon en parle, au travers de la fameuse, du fameux Timos. Platon en parle. Donc, le monde est gouverné par des émotions. Dominique Moïse en recense 3 pour repartir le monde en 3 grands ensembles de géopolitique gouvernés par des émotions. D'abord, il met l'accent sur la peur. La peur habite les sociétés, notamment les sociétés occidentales, se traduisant parfois par un discours apocalyptique. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Quand on parle de Samuel Huntington, l'œuvre de Samuel Huntington découle d'une pensée extrêmement pessimiste. Mais il y a une question que l'on doit se poser. Comment expliquer que cet Occident, qui était parti de lui-même à la conquête du monde, sur
des valeurs dont il se réclamait pour aller à la conquête du monde, pas avec de la poésie. Mais cet Occident était parti à la conquête du monde. Comment expliquer que ce même Occident aujourd'hui soit dans une logique de repli sur soi? C'est la question que l'on doit se poser, puisque Samuel Huntington a écrit Le choc des civilisations, qui est un ouvrage qui découle d'une approche extrêmement pessimiste, d'une peur de l'autre. Nous allons y revenir. Mais Samuel Huntington va mieux décliner encore cette peur au travers d'un autre ouvrage intitulé Who are we? Qui sommes-nous? Et cette peur, elle est perceptible. C'est-à-dire l'Occident qui serait menacé par tout le monde. Le péril jaune, le péril vert, etc., etc. Donc, peur. Or, si on voit bien, la peur, nous le savons tous, même dans nos vies ordinaires, la peur est paralysante. Elle vous empêche de faire beaucoup de choses. Deuxièmement, la honte et les frustrations, qui se traduisent assez souvent par la violence aveugle, notamment le terrorisme international et autres conflits asymétriques. C'est ce qui s'observe dans certaines régions du monde anciennement dominées et qui ne sont pas toujours maîtres de leur destin et qui croient trouver des solutions au travers de la violence aveugle. Et après, la fierté et l'assurance conquérante de ceux que je qualifiais tout à l'heure de possibles futurs maîtres du monde, c'est le cas des pays d'Asie, avec à leur tête la Chine. C'est-à-dire, si on observe attentivement, l'attitude de la Chine aujourd'hui correspond exactement à l'attitude de l'Occident à une certaine époque où il n'avait peur de rien. Vous pouvez aller à la conquête du monde avec assurance. Et aujourd'hui, les choses semblent s'inverser. Il y a une sorte de repli sur soi du côté de l'Occident, là où la Chine voit le monde comme une opportunité. Le monde est traversé par ces émotions qui sont ou qui vont être déterminantes pour son avenir, pour le court, le moyen et le long terme. De ce qui précède, tout ce qui précède donc, nous conduit à quelques constatations interrogatives. Quelle doit être la place, mais surtout le rôle de l'Afrique dans ce monde en pleine mutation et en tension? L'Afrique doit-elle continuer d'être l'éternelle victime des systèmes pensés ailleurs et qui lui sont généralement imposés ou qu'elle reproduit elle-même, parfois presque servilement, sans discernement? L'Afrique est-elle condamnée à choisir l'un ou l'autre des camps qui s'affrontent pour mieux dominer le monde, alors même que les idéologies de ces camps, nous avons dit tout à l'heure, ont montré leurs limites et parfois fait le constat de leur faillite? L'Afrique doit-elle être un spectateur, quand on entend parler de la neutralité, du non-aliment, etc., qui sont des approches, une sorte d'isolationnisme? L'Afrique doit-elle être spectateur de ce monde alors que personne aujourd'hui n'est Robinson Crusoe sur son île? Personne n'est Robinson Crusoe sur son île. Vous pouvez chercher à vous isoler de ce monde, il viendra à vous. Il viendra à vous. D'une manière ou d'une autre. Ça se vit. En général, quand on parle de l'Afrique et de son devenir, il y a des tendances ou des courants de pensée, on va dire ainsi. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'afro-optimisme, ou l'afro-pessimisme, ou l'afro-réalisme pour une sorte de troisième voie. Ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Nous ne nous revendiquons de ce courant, de ces approches. Ce que nous voulons dire, l'Afrique se doit, c'est une obligation, c'est un devoir. L'Afrique se doit d'être dans une sorte, alors s'il faut parler d'afro quelque chose, d'être dans une sorte d'afro-dynamisme, autrement dit, une Afrique qui soit, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, décomplexée,
porteuse d'un dynamisme et d'une mission pour le monde, sans complexe, porteuse d'un humanisme qui soit intégral, inclusif et bienveillant. Vous allez me dire que l'humanisme, il a toujours existé, tout le monde s'en est réclamé. Je disais tout à l'heure que c'est au nom de l'humanisme également que l'Occident est parti à la conquête du monde. Je parle d'un humanisme qui soit un humanisme intégral, inclusif et bienveillant. Un humanisme intégral, un humanisme inclusif et un humanisme bienveillant. Nous partons de l'idée que les mutations en cours dans le monde, marquées par ces antagonismes ancestraux, offrent de façon peut-être paradoxale à l'Afrique l'opportunité de proposer ce leadership humaniste. L'on objectera que pour prendre la direction du monde ou pour avoir un leadership mondial, selon les paradigmes géopolitiques connus, il y a un certain nombre de critères. Par exemple, parmi ces critères, c'est la puissance militaire, la puissance économique, la puissance industrielle ou technologique, la puissance démographique, ou les quatre à la fois. Alors vous voyez clairement que l'Afrique ne détient aucune de ces puissances. Et rassurez-vous, l'Afrique n'est même pas une puissance démographique, contrairement aux discours qui sont véhiculés. L'Afrique n'est pas un continent surpeuplé. Désolé. Je laisse chacun d'entre vous faire des comparaisons. Il se rendra compte que majoritairement les États africains sont des États vides. Je ne suis pas en train de militer pour une sorte d'activisme, natalité, etc. La question n'est pas là. Parce qu'il faut proportionner sa croissance démographique à ses moyens effectifs. Mais l'idée véhiculée par-ci, par-là, que l'Afrique est un continent surpeuplé, ne correspond pas à la réalité. Je n'ai pas le temps de décliner toutes les données, mais chacun de vous peut vérifier. Et se rendre compte que ce discours ne correspond à aucune réalité. Aucune. Donc l'Afrique n'est éligible à aucune de ces ne détient aucune de ces puissances. L'Afrique n'étant éligible à aucune de ces hypothèses de hard power, il faut se demander maintenant si elle est détentrice d'un certain soft power, donc une sorte de pouvoir d'influence dans la marche du monde sans contraindre les autres acteurs internationaux. Nous n'en avons pas l'impression non plus. Vous voyez par exemple, au moment de la crise à un moment donné de la crise entre l'Ukraine et la Russie, puisque en observant le comportement des acteurs internationaux, grosso modo, les pays occidentaux n'étaient pas en position de jouer un rôle de médiateur dans cette crise. Le seul pays qui était encore en position de pouvoir le faire, c'était la France. Moi, j'étais entièrement d'accord avec la position défendue à un moment donné par le président Macron, à savoir fermeté, mais en même temps, ouverture, possibilité de dialogue. Mais même ça, finalement, cette position ne va pas tenir. Donc, finalement, on a compris que tout l'Occident n'était pas en possibilité de jouer le rôle de médiateur dans cette crise. On a cru, à un moment donné, que l'Afrique pouvait faire l'affaire. On a parlé du Brésil également. La Chine ne pouvait pas le faire, parce que tout le monde sait que la Chine n'est pas, même si elle ne parle pas, la Chine n'est pas en position non plus de jouer un rôle de médiateur dans cette crise, etc. Mais vous avez sans doute observé également que l'Afrique n'a pas véritablement joué un rôle quelconque. Nous allons en parler la prochaine fois. Ça a même été un tout petit peu surprenant que la délégation africaine conduite par le président en exercice de l'Union africaine, accompagnée du président de la Commission de l'Union africaine, sauf s'il y a des choses qui ont été dites en off et qui n'ont pas été mises sur la place publique. Mais ce qui a été dit à l'issue de la rencontre portait beaucoup plus sur les conséquences
de cette crise sur l'Afrique que sur la feuille de route, ou en tout cas une proposition de feuille de route que l'Afrique aurait pour aider à la sortie de cette crise, par exemple. Donc vous voyez que à ce niveau également, l'Afrique n'a pas véritablement un pouvoir d'influence sur la scène internationale. Alors la question que vous êtes en droit de poser est celle de savoir par quels moyens l'Afrique pourra-t-elle non seulement avoir un rôle à jouer dans ce monde où la compétition se fait essentiellement entre les États-Unis, l'Europe, la Russie et les fameux dragons du sud d'Asie, avec à leur tête la Chine et l'Inde, par exemple. Comment l'Afrique peut-elle jouer un rôle dans ce monde-là? D'abord, je l'ai précisé tout à l'heure, il ne s'agit pas pour l'Afrique de chercher à dominer le monde. Elle n'en a pas les moyens et elle n'en a même pas la philosophie, au fait, que je sache. L'Afrique n'a pas cette philosophie de domination, que je sache. Et ce n'est pas théorique ce que je dis, je vais revenir tout à l'heure pour l'expliquer. Il s'agit de proposer un leadership humaniste pour le monde. Nous avons dit et nous maintenons que les mutations en cours aujourd'hui dans le monde offrent à l'Afrique justement la possibilité de proposer ce leadership humaniste. Et ce leadership humaniste de l'Afrique, pouvant lui permettre de jouer pleinement et de façon incontournable son rôle dans le monde à venir, doit consister, j'ai mis l'accent sur le caractère intégral, inclusif et bienveillant de ce leadership humaniste. Et alors concrètement, en quoi doit consister ce leadership humaniste africain? En quoi cette vision africaine pour le monde peut-elle être... En fait, comment peut-elle être déclinée concrètement? Alors, il y a... L'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique n'est pas... L'Afrique, c'est un continent. 30 000 km². L'Afrique, c'est 54 États, nous l'avons dit tout à l'heure. L'Afrique, c'est une mosaïque de peuples et de communautés. Mais il y a quand même des principes qui traversent les sociétés, qui transcendent les particularités. Et l'un des principes qui transcende toutes les sociétés africaines, pas seulement théoriquement, mais concrètement, et qui a fait ses preuves dans un passé pas très longtemps, dans un contexte très particulier qu'est l'Afrique du Sud, c'est le fameux principe Ubuntu. Nous voulons dire par là que l'Afrique, qui est considérée comme le berceau de l'humanité, a des ressources. Et non seulement ça, et a la légitimité pour proposer un nouveau pacte social mondial. Je disais tout à l'heure, en faisant allusion au statut de fille aînée de l'humanité. Si vous êtes le fils aîné d'une famille et que vous avez vos cadets qui se battent, vous n'avez pas à choisir votre camp. Si vous êtes un aîné qui assume véritablement son statut d'aîné, vous n'avez pas à choisir votre camp. Vous avez plutôt à aider la famille à se ressouder autour de l'essentiel. Et c'est ce statut-là d'aîné, de fille aînée de l'humanité que nous proposons à l'Afrique d'assumer en proposant une approche qui permette de ressouder la famille autour de l'essentiel. Et cet essentiel, nous allons y arriver tout à l'heure, existe. Il ne s'agit pas de l'inventer. Il s'agit de le pratiquer, de le vivre et de l'honorer concrètement dans nos relations. D'un point de vue, on va dire fondamental, il y a cette dimension, cette philosophie de l'humanisme axée sur l'Ubuntu. D'un point de vue empirique, au travers des expériences concrètes que l'Afrique a vécues elle-même, et qu'elle peut faire valoir, et qu'elle a fait valoir, et qui inspire, par exemple, de l'expérience sud-africaine, qui va inspirer justement les Nations Unies. La fameuse conférence de Durban de 2001 devait être en quelque sorte une reprise de l'expérience sud-africaine à l'échelle mondiale. L'expérience de la Commission Vérité et Réconciliation, qui a permis à l'Afrique du Sud d'éviter le pire. L'expérience
de la politique proposée par Nelson Mandela dans un pays qui a connu 3,5 siècles de domination d'une minorité sur le reste, dans un pays qui a connu 47 ans d'apartheid, c'est-à-dire un avatar tropical du nazisme. C'est dans ce pays-là que Mandela va proposer une approche visant à restituer à chacun son humanité et non pas à se livrer à une politique de vengeance ou de domination de qui que ce soit. Nous pouvons objectivement dire que l'Afrique est aussi l'un des témoins vivants des dérives les plus graves et de l'échec des idéologies de domination que nous avons évoquées tout à l'heure, les idéologies d'exploitation, de négation de la dignité humaine. L'Afrique a vécu tout cela. L'esclavage, la colonisation, les génocides. Vous voyez, quand on dit génocide, peut-être que nous ne le savons pas tous, le premier génocide du XXe siècle a eu lieu en Afrique, en Namibie. Et l'Allemagne a mis 121 ans pour le reconnaître. C'était en 2021 que l'Allemagne a reconnu ce génocide commis contre les Herero et les Nama. Les premiers camps de concentration ont été expérimentés en Afrique, avant d'être transposés ici. Les premières armes de destruction massive ont été expérimentées en Afrique. L'Afrique a été témoin de tout ça. Il n'y a pas que l'esclavage, il n'y a pas que la colonisation, etc. Et cette Afrique résiliente a quelque chose à dire au monde. Cette Afrique capable de pardonner et de défendre les valeurs humanistes, les valeurs d'Ubuntu, je vais décliner le concept tout à l'heure, a quelque chose à proposer à ce monde-là. De ce qui précède donc, l'Afrique, nous sommes en train de dire simplement que l'Afrique a une grande responsabilité vis-à-vis du monde. Elle est le berceau de l'humanité. C'est déjà une responsabilité immense. Et on double cette Afrique d'une autre responsabilité. On dit qu'elle est l'avenir du monde. Et alors, vous imaginez, on vous confie, on vous déclare fille aînée de l'humanité. Et on vous déclare avenir de l'humanité. On ouvre une parenthèse, on la ferme avec vous. Avez-vous d'autre choix que de vous élever à la hauteur de cette double responsabilité vis-à-vis de l'humanité, c'est-à-dire vis-à-vis de 7,9 milliards d'hommes et de femmes qui peuplent ce monde aujourd'hui et qui sont habités par des inquiétudes profondes dans un monde en dérive en réalité. Tout à l'heure, nous discutions, heureusement que pour le moment, ce n'est pas arrivé, mais si jamais un jour, avec toutes les capacités de destruction que nous avons développées ici, un seul prenait le risque d'appuyer sur ce fameux bouton, qu'est-ce qui se passerait dans ce monde-là? Qu'est-ce qui se passerait dans ce monde-là? Très concrètement, le leadership humaniste que nous invitons l'Afrique à assumer, et à assumer sans complexe, et qui doit être intégral, inclusif et bienveillant, doit comporter 3 piliers principaux. 3 piliers. Humanité, solidarité et, logiquement aujourd'hui, avec les problématiques auxquelles nous faisons face, écologie. Or, l'humanité, la solidarité et l'écologie sont en réalité les principales composantes qui ressortent d'ailleurs et très clairement de ce fameux principe Ubuntu. L'argument n'est pas simplement théorique, car le principe Ubuntu n'est que l'une des expressions de cet humanisme africain à vocation universelle. Il est aussi et surtout empirique, car l'expérience sud-africaine peut, doit, a inspiré, j'ai parlé de la conférence de Durban tout à l'heure, et cela peut nous aider à jeter les bases d'une société mondiale plus juste, plus démocratique et plus sécurisante pour tous. C'est-à-dire, un peu comme Desmond Tutu l'a dit pour l'Afrique du Sud, on peut penser ce qu'on veut penser de cette politique de Nelson Mandela. Mais, ce qui est sûr, nous dit Desmond Tutu, nous, Sud-Africains, nous avons réussi à jeter les bases d'une société démocratique, égalitaire,
non discriminante pour garantir à chaque enfant de ce pays le droit de vivre dans une société juste, sans être inquiété en raison de son appartenance quelconque, qu'elle soit ethnique, raciale, religieuse ou autre. Je voudrais donc nous introduire dans la deuxième étape de notre réflexion. Peut-être que je vais aller... Ah oui. Le train est parti. Je vais aller un peu plus rapidement. Ah, mais c'est difficile là. Très difficile. Quel est le contenu opérationnel de ce principe Ubuntu face aux nombreux défis du monde? J'ai parlé de l'exemple sud-africain. Pour jeter les bases d'une société nouvelle, démocratique, égalitaire et sécurisante pour tous, après des décennies d'apartheid, Nelson Mandela et Desmond Tutu ont eu cette clairvoyance de recourir au fameux principe humaniste d'Ubuntu tiré de la philosophie ancestrale africaine, mais qui est en phase avec d'autres formes d'humanisme. Je n'aurai pas le temps de le décliner finalement, pour restaurer la dignité et l'humanité de tous, c'est-à-dire victimes et bourreaux. Comme je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails, vous voyez par exemple, lorsque la Commission Vérité et Réconciliation a produit son fameux rapport, qui comportait des passages compromettants, bien évidemment pour le système d'apartheid, parce que je vous disais que le système d'apartheid, c'était un avatar du nazisme. Je qualifie ça de nazisme tropical. Vous prenez les lois piliers de l'apartheid et vous voyez les lois allemandes de l'Allemagne nazie, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, nous savons que des jeunes Sud-Africains qui avaient étudié en Allemagne à l'époque étaient parfois actifs parmi les jeunesses hitlériennes. Et c'est eux qui sont allés reproduire ce système là-bas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette approche voulue par Nelson Mandela n'était pas une approche consistant à rendre leur monnaie, la monnaie de leur pièce à ceux qui étaient les bourreaux d'hier. Il était question de préserver l'humanité de tous, victimes et bourreaux. C'est ça la philosophie de la Commission Vérité et Réconciliation, basée sur l'Ubuntu, qui veut dire mon humanité est inextricablement liée à la vôtre et nous appartenons au même faisceau de vie. Desmond Tutu dit: un être humain n'existe qu'en fonction des autres êtres humains, ce qui est différent de la vision cartésienne selon laquelle, je le cite toujours, je pense donc je suis. Fondamentalement, cela signifie plutôt je suis humain parce que je fais partie, je partage, je participe. Et Desmond Tutu va dire qu'en nous déshumanisant, nos bourreaux n'ont fait que se déshumaniser eux-mêmes, puisque nous appartenons à la même humanité. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vainqueur. L'Afrique du Sud, c'est-à-dire du point de vue de cette approche philosophique, c'était une sorte de suicide d'un peuple. Parce que vous voyez, la notion de crime contre l'humanité découle de l'ancienne catégorie de hostis humanis generis, c'est-à-dire l'ennemi du genre humain. Or, si nous sommes d'accord que nous appartenons tous à la même humanité, commettre un crime contre l'humanité, c'est commettre un crime contre soi-même, puisqu'on appartient à la même humanité. Et donc, le principe humaniste d'Ubuntu est une invitation à faire humanité ensemble, au-delà de nos antagonismes, au-delà de nos contentieux mémoriels, actuels, etc. C'est de pouvoir faire humanité ensemble. Or, faire humanité ensemble revient à dire, avec Souleymane Bachir Dieng, c'est réaliser, grâce aux autres, l'humain que j'ai à devenir. C'est-à-dire être humain est un apprentissage permanent. La relation à l'autre, c'est ce qui me permet de faire l'expérience de mon humanité. C'est l'humain que j'ai à devenir, en même temps, créer avec les autres une humanité une. Ce principe Ubuntu, que l'on peut décliner sous différentes modalités, peut-il offrir des possibilités pour relever les nombreux défis du monde contemporain, y compris les conséquences de la crise multidimensionnelle à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure. La vocation, concrètement, faire humanité, en fait, le principe Ubuntu
au travers des 3 piliers que nous avons évoqués, revient à dire, à se poser la question de savoir comment faire humanité ensemble pour la préservation de notre commune humanité, notre commune dignité, pardon. Comment faire humanité ensemble pour préserver notre commune dignité? Comment faire humanité ensemble pour une solidarité plus agissante et pérenne qui transcende nos égoïsmes tribaux, ethniques, nationaux, qui transcende nos peurs? Comment faire humanité ensemble pour la préservation de cette terre que nous avons en partage, notre maison commune pour reprendre Jacques Chirac, et non pas la considérer comme un butin de guerre. Donc ces questions sont des questions qui découlent logiquement des 3 piliers du principe Ubuntu que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors nous n'aurons pas le temps d'aller dans les détails, je voudrais tout simplement, pour le premier pilier, citer l'une de nos références à nous tous, puisqu'il est désormais parmi les immortels, Césaire. Je cite Aimé Césaire. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux sur ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Une civilisation qui ruse avec ses propres principes est une civilisation moribonde. Je crois que nous avons beaucoup rusé avec nos principes et valeurs. Nous avons beaucoup rusé avec nos principes et valeurs. Et il serait peut-être temps de se mettre en adéquation avec ces principes et valeurs. Parce que je disais tout à l'heure, les cultures peuvent avoir des particularités. Mais quand nous parlons de valeurs, nous sommes sur le terrain de l'universel. Et quand je parle de l'Ubuntu ici, le principe Ubuntu n'a rien de différent par rapport, par exemple, aux différents autres humanismes qui ont été véhiculés. Mais je parle de l'adéquation entre les principes proclamés et leur effectivité. C'est-à-dire la capacité ou la volonté de ne pas ruser avec ces principes. Mandela aurait pu ruser avec ses principes. Je n'ai pas terminé l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Le rapport présenté par la Commission Vérité et Réconciliation, bien évidemment, accablé le système d'apartheid qui a commis les crimes les plus graves, les plus abominables pendant 47 ans. Mais les militants, les résistants à l'apartheid avaient aussi dans les camps de résistance commis certains crimes, notamment contre ceux qu'ils accusaient de trahison. Et quand la commission a produit son rapport, et que dans ce rapport, il y avait aussi des passages qui étaient compromettants pour la résistance, pour l'ANC, les durs de l'ANC ont dit qu'il était hors de question que l'on cite l'ANC comme ayant commis des crimes dans la lutte contre l'apartheid. Mandela a dit, je veux ce rapport dans son intégralité. Nous ne pouvons pas faire la paix, la réconciliation, la vérité. Nous ne pouvons pas jeter les bases d'une société juste avec des pages de mensonges. Je veux ce rapport dans son intégralité. Et le rapport a été publié dans son intégralité. Et c'est ça qui va faire la particularité. Vous voyez, quand on parle de l'Afrique du Sud, je voudrais attirer notre attention sur une chose. J'ai parlé d'un système naziphile, d'un avatar tropical du nazisme. J'ai parlé de 47 ans d'apartheid, de 3,5 siècles de domination d'une minorité sur les autres. Mais vous voyez ce que l'Afrique du Sud a proposé qui est un message pour le reste du monde. On n'a pas envoyé un seul casque bleu en Afrique du Sud. Pas un seul. Pas une mission des Nations Unies pour l'Afrique du Sud. Pas un seul médiateur international pour l'Afrique du Sud. Pas une seule conférence à New York ou je ne sais où pour aider les Sud-Africains à se réconcilier. Les Sud-Africains ont montré à la face du monde entier qu'au-delà de leurs différences, qu'au-delà des contentieux et de ce passé lourd, fait d'esclavage, de domination, de racisme, de nazisme, les Sud-Africains ont montré à la face du monde entier qu'ils étaient un peuple adulte, capable de faire, de bâtir cette nouvelle société, cette nation arc-en-ciel.
Et je pose parfois la question de savoir, par rapport aux problèmes que nous voyons aujourd'hui dans certaines sociétés, si on devait comparer ça à ce que l'Afrique du Sud a connu, si on pouvait seulement comparer par exemple tous ces pays où on a implanté les missions des Nations Unies, on a envoyé combien d'émissaires, combien de conférences, etc., par rapport à ce que l'Afrique du Sud a connu. C'est ça la différence. La fidélité et la cohérence par rapport à cet humanisme proclamé. L'Ubuntu devait être applicable à tout le monde, y compris à ceux qui ont blessé cette humanité-là. C'est ça la différence. Alors, je suis obligé d'aller vite et de conclure. Le deuxième pilier, je n'aurai pas l'occasion de le développer. J'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de valeurs. Le principe Ubuntu est une sorte de synthèse de ce que nous avons proclamé, peuple des Nations Unies, dans la Charte des Nations Unies. Je dis toujours à mes étudiants que cette Charte des Nations Unies mérite d'être lue et relue à chaque fois, ne serait-ce que les dispositions préambulaires, qui proclament la foi des peuples des Nations Unies dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et le principe d'égalité de toutes les nations grandes et petites. Nous pouvons voir ça comme quelque chose d'ordinaire, mais c'était quand même révolutionnaire. En 1945, on proclame le principe, on proclame la foi des peuples des Nations Unies dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et surtout le principe de l'égalité de toutes les nations grandes et petites. Vous imaginez 1945-50, un État dans le monde, des vastes empires coloniaux, où certains peuples étaient déclarés non civilisés justement. Et dans ce contexte-là, on proclame le principe d'égalité de toutes les nations grandes et petites. Et on proclame la solidarité internationale. On proclame l'égale dignité de tous les êtres humains. C'est quand même révolutionnaire. Cette synthèse, le principe Ubuntu nous rappelle justement ces engagements pris et que nous devons être à même de les honorer pour bâtir ce monde sûr pour chacun et pour les générations futures. Parce que n'oublions pas, la vocation des Nations Unies, c'est de préserver les générations futures du fléau de la guerre. C'est de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Et enfin, ce troisième pilier que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui montre, et je le résume simplement, que si nous parlons d'humanité une, si nous parlons d'égale dignité, tout cela n'est pas possible sans le cadre qui nous est en commun, à savoir cette terre. Et donc, parler du principe Ubuntu, c'est aussi parler de ce patrimoine en commun. Vous ne pouvez pas parler de fils aîné ou de fille aînée de l'humanité, parce que s'il y a un fils aîné et une fille aînée, qui est le père? Qui est le père? Parce que nous parlons beaucoup de patrimoine de l'humanité. Nous parlons beaucoup de patrimoine de l'humanité, et surtout nous à l'UNESCO, nous parlons beaucoup de patrimoine de l'humanité. Je rappelle que étymologiquement, patrimoine vient de pater. Or, le patrimoine, c'est ce qui appartient au père. Et appartient au père, ce qui appartient au père appartient à ses enfants en partage. Et alors, dans ce cas, il n'est pas juste qu'une partie de l'humanité soit exclue de ce patrimoine, de ce qui est en commun, de ce qui est en partage. Œuvrer à ce que ce bien commun, ce patrimoine commun, continue d'être ou soit un lieu sûr et habitable pour l'homme. Donc je suis obligé de conclure en mettant l'accent sur un certain nombre de choses. Je voudrais le faire en vraiment grand maximum 10 minutes. Maximum. Du triptyque qui se dégage du principe Ubuntu, on peut retenir essentiellement l'idée de réconcilier l'homme avec lui-même. C'est-à-dire que, in fine, il s'agit fondamentalement de réconcilier l'homme avec lui-même. Or, nous semble-t-il, cela passe nécessairement par trois choses. Réconcilier l'homme avec lui-même passe par trois choses. Réconcilier l'homme d'abord avec son humanité même. Quand nous parlons de crimes contre l'humanité, c'est que l'homme
c'est-à-dire c'est agir contre sa propre humanité. C'est pourquoi Desmond Tutu dit, ceux qui nous ont déshumanisés, se sont déshumanisés eux-mêmes. Donc la première étape pour bâtir un monde juste, un monde libéré justement de ce fléau de la guerre, de la domination, de la prédation, etc., c'est de pouvoir réconcilier l'homme avec sa propre humanité. Mais le problème, c'est que nous n'avons rien à inventer dans ce domaine. Nous avons produit énormément en matière de droits de l'homme, en matière de dignité, en matière de valeur de la personne humaine. Nous avons une abondante littérature à ce sujet, et qui n'est pas une littérature ordinaire, qui est une littérature consignée dans des instruments juridiques opposables aux États. Deuxièmement, réconcilier l'homme avec ses semblables, c'est-à-dire la problématique du vivre ensemble. Et cela veut dire concrètement libérer l'homme de cette passion de domination. C'est ça le problème. C'est pourquoi Mandela n'était pas tenté par la passion de domination. Il en avait la possibilité. Mais le principe Ubuntu auquel il croyait lui interdisait de chercher à dominer, mais de chercher à réconcilier, à reconstruire, à rassurer. Vous vous souviendrez pour certains d'entre vous que quand le basculement s'est produit en Afrique du Sud, tout le monde croyait peut-être qu'il y aurait une chasse à l'homme blanc en Afrique du Sud. Et de nombreux Sud-Africains blancs ont commencé à quitter par milliers l'Afrique du Sud. Mandela leur a dit, vous ne trouverez nulle part au monde un pays qui serait le vôtre. Votre pays, c'est ici. Et nous avons un défi commun, c'est de bâtir cette nation ensemble. Réconcilier l'homme avec ses semblables. Mandela ne l'a pas professé, il l'a vécu, il l'a voulu, il l'a imposé. Troisièmement, réconcilier l'homme avec son environnement, bien évidemment. Tout ce que nous avons dit au sujet de l'écologie, qui engage la responsabilité de l'homme, qui doit être, en fait, qui doit être le gardien de la création. Vous voyez, quand on parle de la question environnementale, etc., où on parle de... tout à l'heure, j'ai cité la référence de René Descartes, l'homme, maître et possesseur de la nature, etc. Cette approche n'est pas dominante dans l'histoire de l'humanité. L'approche selon laquelle l'homme doit être maître et possesseur de la nature. Dans toutes les traditions les plus dominantes et les plus anciennes, l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature, mais il est gardien de la création, continuateur de la création. Réconcilier l'homme avec son environnement. Et maintenant, il se pose des questions tangibles au sujet de se vivre ensemble. J'ai parlé tout à l'heure des émotions qui affectent le monde. Je crois qu'il y a l'un des défis majeurs pour ce monde émergent, c'est comment rassurer tout le monde. Et notamment, rassurer cette partie du monde qui est aujourd'hui habitée par cette émotion qui est la peur. J'ai donné l'exemple de l'Afrique du Sud tout à l'heure. Ce qui a été déterminant dans la reconstitution du Pacte social sud-africain, c'est la capacité des nouveaux dirigeants sud-africains, notamment de Nelson Mandela, à rassurer tout le monde que ce pays est le vôtre et que vous ne trouverez nulle part au monde un pays qui serait le vôtre en dehors de l'Afrique du Sud. Rassurer les uns et les autres. Deuxièmement, rassurer les uns et les autres de leur peur, mais aussi rassurer les uns et les autres que finalement, qu'aucune force de domination ne peut être sûre d'asseoir véritablement et définitivement sa politique finalement en fin de compte. Ce que les Sud-Africains ont compris au travers du système d'Ubuntu, c'est de mettre un terme au cycle de domination justement. Mettre un terme au cycle de domination pour bâtir une société inclusive. Réformer le système international représentatif de nos aspirations communes, c'est-à-dire les Nations Unies, pour un véritable ordre mondial qui soit inclusif, dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt de tout le monde. Il n'est pas dans l'intérêt, y compris de ceux qui dominent le monde aujourd'hui, que ce désordre se prolonge, parce qu'on ne sait pas de quoi il sera fait en fin de compte. Donc, réformer ce système international voulu par tous les peuples des Nations Unies, pour en faire là également notre patrimoine commun.
condition sine qua non d'un monde juste et condition sine qua non pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Et enfin, renforcer l'autorité de ces valeurs proclamées comme telles dans la Charte des Nations Unies, qui sont les valeurs communes de l'humanité. Ce ne sont pas les valeurs d'une société qui seraient imposées à d'autres sociétés. Vous voyez, je dis toujours, je l'ai dit la semaine dernière en Afrique au Bénin, on dit que, vous voyez, la Charte des Nations Unies, c'est l'œuvre des Occidentaux, ils l'ont imposée aux autres. Je dis, c'est pas vrai, historiquement, ce n'est pas vrai. Les pays occidentaux étaient majoritaires, c'est clair, mais il y avait d'autres qui étaient là. Et que si on prend le continent africain, par exemple, il n'y avait que 4 États à l'époque, en 1945, il n'y avait que 4 États africains, aujourd'hui ils sont 54. Sur les 4 États africains, c'est-à-dire l'Éthiopie, l'Égypte, le Libéria et l'Afrique du Sud. Et les dispositions de la charte que je viens de citer, qui proclame la foi des peuples des Nations Unies dans la dignité et la valeur de la personne humaine, qui proclame le principe de l'égalité de toutes les nations grandes et petites, elle était inspirée par un Sud-Africain, donc un Africain. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les forces africaines, en fait, l'Afrique a participé aux côtés de l'Occident à la victoire sur les forces nouvelles de la tyrannie, pour reprendre l'expression du président Roosevelt. Donc, ces Africains, même s'ils n'étaient pas nombreux en 1945, ils n'étaient pas moins porteurs des aspirations profondes, représentatives du reste du monde. Et ils vont les faire valoir en 1945. Voilà, je suis désolé d'avoir abrégé tout pour cette deuxième partie, mais je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour les échanges. Merci. Oui, je vois qu'il y a une question. Mais j'ai l'impression qu'il y avait une question de votre côté. Non? Oui. Non? Je vous écoute, oui. Allez, on va en faire une. Vous parlez de l'Afrique comme d'une unité. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas parler des Afriques? Je crois l'avoir dit au départ, que l'Afrique n'est pas une unité. L'Afrique, c'est 54 États. L'Afrique, c'est 54 États. États, c'est-à-dire de création, on va dire, artificielle. Mais maintenant, l'Afrique, c'est combien de milliers d'ethnies, de peuples, de traditions. Mais ce n'est pas ça. Comme toute chose, il y a toujours l'unité il y a toujours l'un dans le multiple. De la même manière qu'il n'y a pas une Afrique, il n'y a pas une Europe, il n'y a pas une Amérique. Mais n'empêche que, prenons le continent européen par exemple. Est-ce qu'il y a une Europe? C'est quoi l'Europe? Il y a quelques années, j'ai fait un papier sur l'Europe. Quand on parle de l'Europe, on parle de quoi exactement? On parle de quoi? C'est laquelle Europe? L'Europe qui va de l'Atlantique à l'Oural, l'Europe, c'est quoi l'Europe? Finalement, l'Europe ne peut pas être pensée d'un point de vue géographique, ce qui est très compliqué, mais l'Europe peut être pensée en termes de valeurs. Ce qui fait aujourd'hui l'Europe, ce sont les valeurs qui fondent cette Europe et qui ont été proclamées entre autres en 1949 dans le traité de Londres, qui fondent le Conseil de l'Europe. Les valeurs qui ont été proclamées en 1950 dans la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Les valeurs qui ont été proclamées en 1993 dans les fameux principes de Copenhague, qui font que tous ceux et toutes, en fait, les nouveaux États qui veulent adhérer à l'Union européenne doivent souscrire, faire allégeance à ces valeurs pour pouvoir faire partie de cette famille européenne. Parce que l'espace européen n'est pas seulement un espace économique, ce n'est pas seulement une communauté économique, mais également une communauté de valeurs. C'est ça ce que je voulais aussi dire pour l'Afrique. L'Afrique n'est pas un État, l'Afrique n'est pas une région, l'Afrique n'est pas homogène. Mais il y a quand même quelque chose qui transcende toutes ces particularités et qui fonde cette unité du continent africain au travers des principes et des valeurs qu'on retrouve partout. Et c'est de ça que je voulais parler. Mais autrement, vous voyez vous-même quand vous parcourez l'Afrique, ce n'est pas seulement l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Toutes les Afriques sont complexes. Toutes sont complexes et diverses. Comme toutes les Europes, comme toutes les Amériques, comme toutes les Asies. Il y a toujours de la complexité. Je réponds à votre question.
Oui, d'autres questions? Oui. D'abord, je voudrais vous dire, monsieur, que j'ai un profond respect pour ce que vous avez dit, pour toutes les idées que vous avez avancées, quand vous avez parlé d'humanisme inclusif. J'ai un profond respect également pour un personnage comme Mandela, qui a fait avancer effectivement des idées très généreuses. Mais quand je regarde la réalité du monde, ce ne sont pas ces idées malheureusement. Quand vous regardez la réalité, j'ai pas compris la réalité du monde, pardon. La réalité, voilà. Oui. Quand je regarde la réalité du monde, Oui. ce ne sont malheureusement pas ces idées qui dominent. Oui. La charte des États-Unis, des Nations Unies, pardon, est une très belle chose. Malheureusement, quand on regarde l'influence de l'ONU aujourd'hui, elle est quand même minime. On le voit encore ces jours-ci, avec ce qui se passe en Israël. Hein. Bon, d'autre part, si Nelson Mandela a fait effectivement progresser beaucoup de choses, la réalité de l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est quand même un État très divisé, avec des différences sociales extraordinaires. Et c'est la même chose à l'échelle de tout le continent africain, où malheureusement les dictatures dominent sur les démocraties. Et les belles idées que vous avez exposées ce soir. Donc, c'est très beau d'avoir des objectifs, c'est très bien. Mais malheureusement, ce ne sont pas ces idées-là qui gouvernent aujourd'hui le monde. Ce qui gouverne le monde, c'est les intérêts économiques, c'est le néocolonialisme, qu'il soit occidental ou qu'il soit de l'Est, enfin, chinois ou autre. Mais c'est ça qui fait la réalité de la vie quotidienne des gens en Afrique et ailleurs d'ailleurs, malheureusement. Alors, justement, je suis entièrement d'accord avec vous. La différence simplement, c'est que j'ai une approche un peu plus optimiste des choses. C'est-à-dire, je vais de l'idée que ce sont les idées qui font avancer le monde. Quelles que soient les forces contraires. Quelles que soient les forces contraires. Parce que regardez, s'il n'y avait pas eu les Nations Unies en 1945, imaginez le scénario. Quel type de monde on aurait jusqu'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les Nations Unies en 1945, en dépit de la faiblesse des Nations Unies. La faiblesse des Nations Unies, elle n'est pas, disons, elle n'est pas une faiblesse en termes de valeur. Elle n'est pas une faiblesse en termes de valeur. Elle est une faiblesse en termes de mise en œuvre de ces valeurs-là. Parce que je disais il n'y a pas longtemps dans une conférence, nous n'arriverons pas, contrairement à ce que certains disent, qu'il faut créer une nouvelle organisation internationale, etc. Nous n'arriverons pas à créer une nouvelle organisation internationale qui serait meilleure aux Nations Unies en termes de valeurs. On peut créer toujours une nouvelle organisation, mais en termes de valeurs, je ne crois pas que nous serions capables de proclamer des valeurs qui soient supérieures au principe à l'égale dignité de tous les êtres humains, le principe d'égale dignité de tous les êtres humains, de tous les peuples, de toutes les nations, le principe du non-recours à la force dans les relations internationales, la non-ingérence dans les affaires intérieures, la solidarité entre les peuples et les nations, les relations d'amitié et de fraternité entre tous les peuples et toutes les nations. Nous ne trouverons pas des valeurs supérieures à celles-là. On peut toujours changer d'étiquette si on veut, changer le nom des Nations Unies par autre chose, etc. Donc, c'est justement parce que ces valeurs-là ne sont pas suffisamment respectées qu'il faut mobiliser les forces qui croient en elles, qui croient en ces valeurs et qui continuent de défendre ces valeurs-là. Parce que les Nations Unies, il ne faut pas oublier, c'est un cadre aussi où s'affrontent les intérêts des États. Les intérêts des États s'affrontent, on le voit au travers des activités du Conseil de sécurité des Nations Unies, etc., etc. Donc, ces idées sont essentielles pour continuer de faire avancer le monde dans la bonne direction malgré tout. Parce qu'en dehors de ça, on tomberait dans les logiques qui ont toujours prévalu. Les logiques qui ont toujours prévalu, c'est quoi? C'est que les plus forts pouvaient dominer comme ils voudraient les plus faibles. Comme ils voudraient, sans avoir à rendre de compte à personne. Je vais vous donner un exemple très simple, qui est connu d'ailleurs, et qui est aussi un exemple très, très fort, qui est très
Vous savez, en 1933, donc avant les Nations Unies à la tribune de la SDN, il y avait un certain Joseph Goebbels, qui représentait le ministre de la propagande de l'Allemagne nazie, qui est venu dire les yeux dans les yeux, devant les délégués de la SDN. Charbonnier est maître chez lui. Nous faisons ce que nous voulons de nos juges. Nous faisons ce que nous voulons de nos communes. Nous faisons ce que nous voulons de. Les yeux dans les yeux. Et il a... Qui aujourd'hui peut aller à la tribune des Nations Unies, les yeux dans les yeux, dire ce que Goebbels a dit en 1933? Qui peut le faire? Qui peut le faire? Qui peut le faire et rentrer chez lui tranquillement? Qui? Nous avons fait un pas. Un petit pas peut-être, mais nous avons fait un pas, déjà. Il n'y a pas très longtemps, on pouvait sur la place publique tenir des discours de stigmatisation, de haine, de l'autre, sans être inquiété. Et on pouvait même être considéré comme un héros. Qui peut le faire aujourd'hui, sans être inquiété par la loi? Nous avons fait un petit pas. Et c'est comme ça, ce sont ces petits pas-là qui permettent de préserver notre humanité. Ne nous attendons pas à des changements extraordinaires. C'est ça. Donc, moi j'y crois profondément. Et vous parlez de l'Afrique du Sud. Je vous ai dit que ce 3,5 siècles de domination d'une minorité sur les autres, c'est 47 ans d'un système nazifié, et ce n'est pas en 25 ans qu'on peut changer ça. L'essentiel, c'est de continuer d'œuvrer pour que ce changement-là ait lieu. Vous voyez, j'ai cité, j'avais animé un séminaire sur la gouvernance de la diversité il y a quelques jours, et je disais à mes auditeurs, vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud aujourd'hui. La Constitution de 1996 reconnaît 11 langues officielles et reconnaît des langues nationales. Et imaginez que ce qu'on appelle les langues nationales en Afrique du Sud, ce sont entre autres le portugais, l'hébreu, le grec, l'arabe, le gujarati, toutes ces langues des minorités qui ont fait souche en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud dit qu'aucune minorité ne doit être lésée, que le nouveau pacte, le pacte social de la nouvelle Afrique du Sud est un pacte inclusif et cela doit se traduire concrètement par la reconnaissance de toutes les minorités et de leur droit de participer au patrimoine national sud-africain. Ça, personne ne peut venir, quelles que soient les dérives qu'on observe. Je connais l'Afrique du Sud. Je vois qu'il y a des choses qui persistent, l'apartheid structurel et économique, il est là. Mais en même temps, il y a des bases, les fondations sont solides et on continuera. Il y aura toujours des vents contraires, mais comme dit Desmond Tutu, ce serait difficile de venir contester les piliers de cette nouvelle société voulue par les Founding Fathers. Et c'est ça qui fait, de mon point de vue, que les choses avancent malgré tout. Parce qu'en dehors de ça, moi je dis toujours que si aujourd'hui, les Nations Unies que nous critiquons, et je fais partie de ceux qui critiquent les Nations Unies, non pas pour les voir disparaître, mais pour que les Nations Unies s'améliorent. Mais imaginez un monde sans les Nations Unies, en dépit de leurs faiblesses que nous observons aujourd'hui. Mais imaginez un monde sans les Nations Unies. Imaginons que les Nations Unies disparaissent. Imaginons que nous soyons dans un monde où le recours à la force ne serait pas proscrit. Nous serions dans un monde où toutes les stratégies de domination seraient tout à fait légitimes. Nous serions dans un monde où... Qu'est-ce qui se passerait? Les Nations Unies sont là, peut-être sans une autorité suffisamment forte pour imposer certaines choses, parce que c'est une organisation internationale donc, qui dépend de la bonne volonté des États. Mais les Nations Unies sont là pour nous rappeler en permanence que nous avons pris un engagement en 1945. Non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis des générations futures. Préserver les générations futures du fléau de la guerre. Alors vous allez me dire qu'il y a toujours les guerres. Il y en aura toujours, j'enseigne le droit de la guerre. Je sais qu'il y en aura toujours. Mais seulement, il y a aussi les moyens pour interpeller, limiter les conséquences parfois de cette guerre. Vous voyez, je n'ai pas eu le temps de vous dire mon dernier ouvrage. C'est la justice pénale internationale, un instrument idoine pour raisonner la raison d'État. Raisonner la raison d'État. Aujourd'hui, on a développé des moyens pour raisonner la raison d'État. Qui l'aurait pensé il y a juste
au siècle dernier, qui aurait pensé qu'on pouvait raisonner la raison d'État? Qui aurait pensé que des dirigeants ayant commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide, seraient traduits devant une juridiction qui n'est pas une justice des vainqueurs, parce qu'on nous dit toujours Nuremberg c'est la justice des vainqueurs, etc. Moi je démontre le contraire dans mon ouvrage. Je démontre le contraire, que Nuremberg n'est pas la justice des vainqueurs. Mais qui aurait cru qu'aujourd'hui on pouvait traduire comme ça? Eh bien ça s'est fait. Ça s'est fait parce que ces idées-là, j'ai fait la généalogie de la justice pénale internationale pour montrer que lorsqu'on a commencé à parler de la justice pénale internationale, il faut remonter aux temps les plus anciens, c'était une utopie absolue. Et même en 1945, c'était encore une utopie de parler de la justice pénale internationale. Elle est aujourd'hui une réalité, et une réalité qui réunit 134 États qui ont donné leur ratification pour que plus jamais les crimes contre l'humanité ne restent impunis. Alors vous allez me dire toujours que mais il y a des auteurs de ces crimes contre l'humanité qui ne sont pas arrêtés, mais ils ne sont pas en sécurité. Ils sont assignés, ils s'auto-assignent à résidence, à domicile. Ils ne peuvent plus aujourd'hui, les criminels contre l'humanité, circuler dans le monde entier et narguer leurs victimes. C'est déjà un pas, un petit pas certes, mais un pas important. Ainsi de suite. Donc je suis entièrement d'accord avec votre lecture, mais je suis de ceux qui pensent que ces petits pas font que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et que nous devons espérer que celui de demain soit encore meilleur que le nôtre. Oui, monsieur, mais oui. Tous les pays n'ont pas ratifié le traité pour le tribunal international. Oui. Et notamment les États-Unis. Oui. Et monsieur W. Bush, qui a commis des crimes contre l'humanité en déclarant une guerre avec un mensonge à la tribune de l'ONU, vit des jours tranquilles dans son ranch, je ne sais pas où, au Texas ou autre. Et on s'aperçoit que, effectivement, il y a quelques personnes qui sont jugées, mais on va chercher quelques personnes en Afrique ou autre. Mais tous ces puissants, ils restent à côté. Alors, il y a quand même, faut faire la part des choses et il faut regarder le monde en face. Et le monde en face, il y a un élément que vous n'avez pas pris en compte non plus dans vos débats. Je suis personnellement assez surpris de la façon dont est présentée la géopolitique africaine. Vous avez présenté des choses d'une manière assez utopique, mais il y a un élément déterminant qu'il faut prendre en compte et qui existe depuis le début de l'humanité, c'est la nature humaine. Et la nature humaine, on peut lui raconter des belles choses, mais elle refait toujours surface indéfiniment. Alors, vous voyez, vous faites une lecture extrêmement pessimiste, une anthropologie extrêmement pessimiste. C'est une option. C'est une option du genre, on est dans la généalogie de Thomas Hobbes, etc. Mais même Thomas Hobbes, qui est un pessimiste, qui avait une approche anthropologique extrêmement pessimiste, a proposé quelque chose. C'est-à-dire le contrat social ou le pacte social vise justement à éduquer cette nature humaine belliqueuse, cette nature humaine violente, etc. C'est ça. Nous ne pouvons pas sous-estimer la capacité de l'homme à être séduit par le mal. Nous ne pouvons pas le sous-estimer. Mais le problème, c'est que nous, êtres humains, avons quelque chose de particulier qui fait que nous soyons capables d'éduquer notre nature et de faire que nous nous améliorions à chaque étape de notre vie. Donc vous voyez que même le plus pessimiste de ces philosophes, Hobbes, suggère quand même quelque chose qui est le contrat social, qui est une condition sine qua non pour une paix juste et durable. Et il dote ce pacte social d'un agent, d'une autorité suffisamment forte pour garantir le respect de ce pacte social, etc. C'est ce que nous avons voulu en 1945. Quand je dis nous avons voulu, c'est-à-dire le peuple des Nations Unies. En 1945, qu'est-ce que nous avons voulu? Nous avons voulu un monde qui ne soit plus régi par la loi du plus fort. Et nous nous sommes donné les moyens de le faire. Et ce moyen, entre autres, c'est quoi?
c'est le Conseil de sécurité qui, si vous relisez les dispositions des articles 24 et 25 de la Charte, etc., est un organe véritablement au service des États et au service de l'Assemblée générale des Nations unies, au service de la paix, etc. Mais cet organe a été perverti. Il a été perverti. Je suis d'accord avec vous. Il a été perverti. Mais autrement, la mission assignée au Conseil de sécurité est une mission noble. Et je rappelle toujours que être membre permanent du Conseil de sécurité avec un droit de veto, ce n'est pas un prestige. C'est une responsabilité. Dans un papier que j'ai fait récemment, j'ai dit que vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde. Ça veut dire que vous avez la responsabilité de 7,89 milliards d'êtres humains dans le monde. C'est ça, c'est une responsabilité. Et non pas un prestige ou voilà, une sorte de chèque en blanc qu'on vous a donné, etc. Vous soulevez un autre problème qui est celui du droit international. Il se trouve que c'est mon domaine de compétence. Vous parlez des dirigeants qui ne sont pas inquiétés et que d'autres sont inquiétés, etc. Bon, ça fait partie du jeu du système international, le droit international tel qu'il évolue. C'est-à-dire, ce qu'on ne dit pas toujours, et je le démontre dans cet ouvrage, c'est que ce sont les États africains, d'abord qui ont milité activement pour cette justice pénale internationale. Le premier État au monde à avoir ratifié le statut de Rome, ce n'est pas la Suisse. Ce n'est pas les pays scandinaves qui sont cités souvent en modèle, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal qui fut le premier État au monde à avoir ratifié le statut de Rome pour dire que nous, État du Sénégal, nous militons pour un monde qui ne soit pas favorable à l'impunité pour des faits de crimes contre l'humanité. Le Sénégal. Et il y a 34 États africains qui ont ratifié ce statut, 34 États sur 54, la majorité absolue. Et ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que ce sont les États africains qui ont saisi, puisque la compétence de la Cour est une compétence complémentaire. La Cour n'a pas pouvoir primauté de compétences sur les juridictions des États. Quand un État assume lui-même sa responsabilité en sanctionnant les auteurs de crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, la Cour pénale internationale ne s'en mêle pas. Mais c'est lorsque l'État lui-même s'est dessaisi au bénéfice de cette Cour que la Cour peut être saisie, ou alors lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies saisit cette Cour. Il se trouve que pour ce qui concerne le cas de l'Afrique que vous citez, ce sont les États africains qui ont saisi la Cour pour lui demander d'exercer sa compétence. Ce n'est pas la Cour qui est allée chercher tel ou tel dirigeant. Ce sont les États africains qui ont saisi la Cour pour lui demander d'exercer sa compétence. Donc, vous voyez, alors maintenant, les autres cas, dans le système international, on ne peut pas opposer l'autorité d'un traité international à un État non parti. C'est un peu comme en matière contractuelle. On ne peut pas opposer un contrat à un tiers. Alors, un État qui n'a pas ratifié le statut de Rome, qui crée la Cour pénale internationale, on ne peut objectivement pas lui opposer le statut de Rome, sauf dérogation. Sauf dérogation. Et donc, à partir du moment où les États-Unis ne sont pas partis au statut de Rome, vous ne pouvez pas leur opposer le statut de Rome, principiellement. Mais ceci étant, il y a un autre élément aussi que je suis amené souvent à préciser lorsqu'on parle des États-Unis. D'abord, pour moi, les États-Unis, ce n'est pas M. Bush, ce n'est pas M. Trump. Les États-Unis méritent mieux que ça. Et il faut faire la part des choses. La justice pénale internationale, telle que nous la connaissons aujourd'hui, nous la devons en grande partie aux États-Unis également. C'est-à-dire à l'État des États-Unis. Pourquoi? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand il était question de régler le problème des criminels de guerre nazis, il y avait deux approches. Et l'approche majoritaire, celle voulue par Staline et même par Churchill, était qu'il fallait tout simplement pourchasser les criminels de guerre nazis, les exécuter. Ça s'arrêtait là. C'est ça ce que voulait Churchill, c'est ça ce que voulait Staline, c'est ça ce que voulaient la plupart des puissances victorieuses. Ce sont les États-Unis qui ont suggéré l'idée de créer un tribunal pour que la victoire sur le nazisme ne soit pas seulement une victoire militaire, mais qu'elle soit également une victoire morale. C'est-à-dire donner la parole à ces criminels de guerre nazis, à ces criminels contre l'humanité, à ces génocidaires, de s'expliquer sur leurs actes pour instruire l'humanité.
le procureur général américain qui a participé aux travaux de ce tribunal, la déclaration qu'il a faite, Jackson Robertson, la déclaration qu'il a faite à l'ouverture de ce procès est toujours d'actualité, c'est-à-dire faire de sorte que ces actes soient, en fait, ce tribunal soit également un moyen d'instruire l'humanité elle-même et d'instruire, disons, de donner la possibilité à ces puissances victorieuses qui ont suspendu l'épée de vengeance, elles n'ont pas voulu la vengeance, pour exiger la justice. C'est ça. Donc, il y a un double visage des États-Unis. Il y a les États-Unis, nation œuvrant pour que la justice pénale internationale émerge dans ce monde, et il y a les États-Unis de Donald Trump, par exemple, qui va signer un executive order pour dire que tous ceux qui collaborent avec cette justice pénale internationale, nous allons les punir. Mais vous avez vu que les États-Unis ne sont pas M. Donald Trump, ne sont pas M. Bush. La preuve, l'un des tout premiers actes de Joe Biden, l'un des tout premiers actes de Joe Biden, c'est de révoquer ce décret du président Donald Trump contre la justice pénale internationale, pour dire que les États-Unis, alors il a fait un pas, il reste un autre pas à faire qu'il n'a pas fait, il ne le fera probablement pas, mais c'est comme ça. Mais quand même, il faut reconnaître que le président Biden, dès son entrée à la Maison-Blanche, il a révoqué ce décret de son prédécesseur contre la justice pénale internationale. Donc les États-Unis, c'est un tout petit ça, c'est un peu de tout ça. Et pourquoi moi je ne suis pas radical dans la condamnation des États-Unis par rapport à la justice pénale internationale, sauf là où je suis entièrement d'accord avec les critiques des États-Unis, c'est que vous ne pouvez pas prétendre être une nation éclaireuse. Vous ne pouvez pas prétendre être une nation qui donne l'exemple et avoir de tels comportements. Vous ne pouvez pas prétendre être une nation missionnaire. Et c'est ce que les États-Unis disent à chaque fois. Vous ne pouvez pas prétendre être une nation missionnaire et avoir ce genre de désordre dans le comportement de vos dirigeants les plus élevés. Et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord. Oui. Il en reste 2 minutes. Oui, je vous écoute. 2 minutes, hein. Alors, justement, 2 minutes pour revenir au sujet central de l'Afrique. Oui. Et son rôle éventuel dans l'avenir de l'humanité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont, d'après vous, les valeurs endogènes qu'a l'Afrique pour prétendre justement jouer un rôle futur dans le concert des nations ou être leader, disons, d'un avenir meilleur? Je vous signale, pour votre sagacité, que lorsque le Japon a été leader économique mondial il y a 20 ou 30 ans, les États-Unis et ceux qui contestent justement cette hégémonie économique ont avancé que le Japon ne sera jamais une entité à dicter l'avenir du monde parce qu'il n'a pas une culture de leader. Hein? Est-ce que, d'après vous, étant donné l'état actuel de l'Afrique, les divisions africaines, des États africains, il y a 3 ou 4 guerres en Afrique, plus une demi-douzaine, si ce n'est plus, de conflits territoriaux. Est-ce que l'Afrique est apte à donner un cap et avoir des valeurs universalisables pour prétendre jouer un rôle futur dans l'avenir de l'humanité? Et puis j'ai une remarque aussi. Oui, finissez, s'il vous plaît. Je conclus. Oui. Pour l'histoire de l'Afrique du Sud et de Mandela, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une donnée très très personnelle de Mandela qui a influé l'avenir de l'Afrique, à savoir ce qu'on appelle, quand il est en prison, le syndrome suédois, hein, deuxièmement, de Stockholm. Le compte de Stockholm. Et
le contre-exemple de l'Algérie où il a vécu avec les membres de l'ANC comme étant un pays indépendant, défaillant, parce que les pieds noirs sont partis en masse et il y a eu une économie exsangue, etc. Voilà. Alors, exactement, je suis obligé de répondre en sténographie. Justement, Mandela n'a pas reproduit le schéma de l'Algérie que vous évoquez. On n'a pas eu, voilà. Ceux qui étaient partis sont revenus, c'est pourquoi on a parlé de Homecoming Revolution, c'est-à-dire ceux parmi la communauté blanche qui ont fui l'Afrique du Sud, croyant que ce qui s'est passé en Algérie en 62 allait se passer en Afrique du Sud, ou ce qui s'est passé en Angola en 75, etc. Ils sont revenus chez eux. C'est ce qu'on appelle le Homecoming Revolution. Ça, c'est un. En désordre, hein, puisque vous avez posé plein de questions. Vous avez parlé de est-ce que l'Afrique a des valeurs endogènes? Mais l'Afrique n'est pas Robinson Crusoe sur son île. Je ne suis pas de ceux qui croient que l'Afrique aurait des valeurs qui seraient supérieures aux autres valeurs dans le monde. C'est pas ça. Je dis que l'Afrique a des valeurs qui sont en phase avec les valeurs humanistes portées par les autres peuples du monde. Je rappelle tout simplement à l'Afrique sa responsabilité de fille aînée de l'humanité et qu'elle doit assumer cela. C'est ce que je dirais à n'importe quel aîné de n'importe quelle famille pour dire que tu n'es pas n'importe qui. C'est ça ce que je dis. C'est-à-dire que même si l'Afrique est sur le même niveau que les autres en termes de valeurs, etc., il y a une nuance qui est qu'elle est la fille aînée de l'humanité et quel est l'avenir de l'humanité. Et je demande à l'Afrique d'assumer cette responsabilité. Et je dis aux Africains qu'il ne suffit pas de parler pour le monde, il faut se parler déjà pour soi-même et donner l'exemple au reste du monde. Vous ne pouvez pas être suivi, c'est ce que j'ai dit pour les États-Unis tout à l'heure, si vous-même vous ne donnez pas l'exemple. D'accord? Mandela n'a pas fait que parler, il a donné l'exemple. Et c'est pour cela que Mandela est Mandela. Si Mandela n'avait fait que parler, personne ne serait en train de célébrer la Mandela, Journée internationale, Nelson Mandela, etc., etc. Donc c'est tout ça qui fait la particularité. Maintenant, j'ajouterai, comme vous dites pour le Japon, je n'ai pas connaissance d'une approche africaine de l'Église. Vous voyez, observez attentivement l'histoire. Lisez simplement, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas lu, Samuel Huntington. C'est-à-dire qu'il a tellement été conditionné dans cette approche des relations entre cultures, entre civilisations, qui est une approche, qui est une relation de domination systématique, et il croit déceler dans l'histoire de l'humanité une histoire de confrontation systématique, de confrontation civilisationnelle. Mais c'est une lecture très occidentale. D'ailleurs, quand on lit Huntington, mais il ne se donne pas la peine d'aller explorer dans d'autres cultures. Ses références sont essentiellement occidentales. Et donc, il est prisonnier d'une approche, d'une vision du monde qui est très marquée par la confrontation systématique. Mais le monde entier n'est pas fait comme ça, en dépit du fait que la nature humaine serait belliqueuse, etc. Et la preuve. Et la preuve. Ce que Mandela dit, malheureusement nous n'avons pas plus de temps que ça, ce que Mandela dit ne relève pas d'un opportunisme politique. Vous savez, et je termine vraiment par là, vous avez vu le film Invictus. Mandela, et ça tombe bien, l'équipe d'Afrique du Sud vient de gagner pour la deuxième fois en terre française. J'ai dit que la France a toujours porté bonheur à l'Afrique du Sud. La France a toujours porté bonheur à l'Afrique du Sud pour la deuxième fois. Les 4 coupes que l'Afrique du Sud a gagnées, 2 le sont en France. Quand Mandela, dans ce film Invictus qui correspond à la réalité, la femme qui parlait à Mandela, c'est-à-dire c'est la sœur de Hugues Masekela qui a été ambassadeur d'Afrique du Sud en France. La toute première ambassadrice de la nouvelle Afrique du Sud en France, c'était la sœur d'un musicien qui s'appelle Hugues Masekela. Et c'est elle qu'on voit dans le film en train de dire à Mandela qui cherchait à connaître le nom de tous les joueurs de rugby de l'époque qui étaient tous blancs. Le seul noir membre de cette équipe était blessé. Et Mandela qui cherchait à connaître le nom de chaque joueur. Et ça énervait son assistant qui lui dit, mais c'est quoi? C'est de l'opportunisme politique que tu fais, Monsieur le Président? Il dit non, c'est de l'opportunisme humaniste que j'ai fait. C'est de l'opportunisme humaniste. C'est-à-dire que Mandela a toujours joint l'acte à la parole. C'est ça. Merci.